Le 22 septembre 1939, la France est en proie à une tension croissante alors que la Pologne s'effondre et que les perspectives d'une guerre longue et incertaine se précisent. La « drôle de guerre » persiste sur le front occidental, mais l'inaction militaire continue d'inquiéter de plus en plus les militaires et les responsables politiques français. Ce jour-là est marqué par des débats intenses sur la stratégie à adopter, tandis que la diplomatie internationale s'efforce de comprendre les conséquences de l'alliance entre l'Allemagne et l'Union soviétique. La France se retrouve à un carrefour où des décisions importantes doivent être prises pour définir l'orientation future du conflit. Contexte militaire, une stratégie à repenser. Le 22 septembre, la ligne Maginot reste le symbole de la stratégie défensive française. Les troupes françaises, bien équipées et stationnées dans leurs fortifications, se préparent à une éventuelle attaque allemande, mais l'absence d'affrontement direct continue de susciter des interrogations au sein de l'état-major. Le général Maurice Gamelin, commandant en chef des forces françaises, reste convaincu que la meilleure approche est d'attendre que l'Allemagne se lance dans une offensive, pour ensuite utiliser la fortification et la logistique française comme avantage. Cependant, les événements en Pologne, où l'Allemagne et l'Union soviétique se partagent désormais le territoire, forcent les militaires français à envisager d'autres options. La rapidité de la défaite polonaise a prouvé l'efficacité de la Blitzkrieg, et certains généraux craignent que cette même stratégie ne soit bientôt dirigée contre la France. Les discussions sur l'opportunité d'actions plus proactives, comme des raids frontaliers ou des opérations de reconnaissance offensive, prennent de l'ampleur, bien que ces propositions ne soient pas encore acceptées par Gamelin et son état-major. L'armée française continue néanmoins de se préparer à un conflit prolongé. Des exercices sont menés pour tester la coordination des forces terrestres et aériennes, et des plans d'urgence sont mis en place pour parer à une éventuelle attaque aérienne allemande. Le moral des troupes reste stable, bien que l'inaction prolongée commence à peser sur certains soldats, qui craignent que la France ne soit en train de perdre du temps précieux. La situation en Pologne, un pays dévasté et divisé. Le 22 septembre 1939, la Pologne est pratiquement détruite en tant que force militaire et politique. Les forces allemandes et soviétiques ont pris le contrôle de la majeure partie du pays, et la résistance polonaise, bien que vaillante, est en train de s'effondrer. Les rapports qui parviennent en France décrivent une situation catastrophique, des villes en ruine, des civils en fuite, et des atrocités commises par les forces d'occupation. Les journaux français couvrent largement ces événements. Le Figaro titre « La Pologne sacrifiée », avec un éditorial qui critique non seulement l'Allemagne et l'Union soviétique, mais aussi les Alliés pour leur incapacité à intervenir efficacement pour soutenir la Pologne. Le journal met en garde contre la possibilité que la France se retrouve dans une situation similaire si elle ne prend pas de mesures pour renforcer sa défense et sa capacité à mener des offensives. Le Matin se concentre sur les implications géopolitiques de la division de la Pologne. Le journal souligne que l'alliance germano-soviétique modifie les équilibres de pouvoir en Europe et place la France et le Royaume-Uni dans une situation diplomatique délicate. L'article explique que cette coopération inattendue entre Hitler et Staline pourrait bouleverser les calculs stratégiques des Alliés, qui doivent désormais faire face à une menace à la fois à l'ouest et à l'est. L'Humanité, quant à lui, tente de justifier l'intervention soviétique en Pologne, décrivant cela comme un acte nécessaire pour protéger les populations des territoires orientaux de l'impérialisme nazi. Cette position crée cependant des tensions au sein de la gauche française, où beaucoup de militants communistes peinent à accepter l'alliance entre Staline et Hitler, perçue comme une trahison des idéaux antifascistes. Vie quotidienne en France, entre résilience et inquiétude. Le 22 septembre est également une journée marquée par une prise de conscience croissante de la durée et des conséquences potentielles de la guerre. Bien que la France ne soit pas encore directement touchée par les combats, les effets de la mobilisation et des préparatifs militaires commencent à se faire sentir dans la vie quotidienne des Français. Les premières pénuries de produits de base, notamment le sucre, le café et le carburant, deviennent de plus en plus visibles, et les autorités locales mettent en place des systèmes de rationnement préliminaires pour garantir une distribution équitable. Dans les zones rurales, les agriculteurs font face à des défis majeurs. La mobilisation des hommes a laissé de nombreux exploitants sans main-d'œuvre, ce qui affecte la production agricole. Des efforts sont faits pour recruter des femmes et des travailleurs non qualifiés afin de combler ce manque, mais la situation reste précaire. Les autorités locales mettent en place des initiatives pour organiser le travail agricole, mais il est clair que des ajustements plus larges seront nécessaires à mesure que la guerre se prolonge. Les journaux encouragent la résilience de la population. La Croix publie des articles sur la nécessité de rester unis et solidaires face aux défis à venir. Le journal catholique insiste sur le fait que la guerre ne sera pas de courte durée et que les Français doivent se préparer à des sacrifices.
Les émissions de radio, quant à elles, diffusent des conseils pratiques sur la gestion des pénuries et la manière de préparer les familles à une possible intensification des combats. Répercussions internationales, diplomatie sous haute tension. Le 22 septembre, la diplomatie internationale est en pleine activité. La coopération entre l'Allemagne et l'Union soviétique inquiète profondément la France et le Royaume-Uni. Bien que Staline et Hitler aient des objectifs idéologiques opposés, leur alliance pragmatique pour la division de la Pologne force les Alliés à réévaluer leur stratégie globale. À Paris, les diplomates français travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues britanniques pour renforcer l'unité alliée et explorer de nouvelles options militaires et diplomatiques. Les contacts avec les États-Unis continuent de se renforcer, bien que les États-Unis maintiennent officiellement leur neutralité. Le président Franklin D. Roosevelt, tout en s'efforçant de respecter les lois américaines de neutralité, fait pression pour accélérer la mise en œuvre du programme Cash and Carry, qui permet aux Alliés d'acheter des armes et du matériel militaire américain. Ce programme est perçu comme essentiel en France, où l'industrie militaire commence à montrer des signes de tension. En Italie, Benito Mussolini continue de maintenir une position ambivalente. Bien que l'Italie soit officiellement neutre, des signes montrent que le régime fasciste se rapproche de l'Allemagne. À Paris, les diplomates suivent de près les mouvements de l'Italie, conscients qu'une intervention italienne aux côtés de l'Allemagne pourrait modifier radicalement l'équilibre militaire en Méditerranée. Les relations avec Rome restent ouvertes, mais la méfiance à l'égard des intentions de Mussolini grandit. Les discussions avec la Belgique et les Pays-Bas, deux nations neutres, se poursuivent également. Bien que ces pays cherchent à éviter une implication directe dans la guerre, la France et le Royaume-Uni tentent de convaincre leurs dirigeants de préparer des plans de défense communs en cas d'invasion allemande. Pour l'instant, ni la Belgique ni les Pays-Bas ne souhaitent s'engager officiellement dans le conflit, mais la situation reste fragile. Débat politique en France, des tensions au sein du gouvernement. Le 22 septembre, les débats au sein du gouvernement français s'intensifient. Le Premier ministre Édouard Daladier est confronté à une pression croissante pour clarifier la stratégie militaire de la France. L'inaction perçue sur le front occidental, combinée à la chute imminente de la Pologne, pousse de nombreux députés à remettre en question la stratégie défensive du général Gamelin. Certains membres du Parlement appellent à une réévaluation immédiate de la posture militaire de la France, craignant que l'Allemagne ne lance une offensive surprise à l'ouest. Certains députés, en particulier ceux issus de la gauche, appellent à une mobilisation plus vigoureuse des ressources industrielles et militaires, arguant que la France doit se préparer à une guerre totale qui nécessitera une production accrue d'armement. D'autres, plus prudents, estiment que la priorité doit rester la défense de la ligne Maginot, en attendant que l'Allemagne montre ses intentions. Le dilemme pour Daladier est de trouver un équilibre entre ces deux visions tout en maintenant l'unité nationale. Dans ce contexte, Daladier commence à envisager des ajustements dans la stratégie militaire française, bien qu'il soit encore réticent à adopter une approche trop offensive. Il s'efforce de rassurer les députés sur la préparation de la France, tout en soulignant l'importance de ne pas précipiter les décisions militaires. Conclusion. Le 22 septembre 1939 est une journée de tension croissante pour la France. Alors que la Pologne s'effondre sous les coups combinés de l'Allemagne et de l'Union soviétique, la France est confrontée à des choix stratégiques cruciaux. La « drôle de guerre » persiste, mais la pression pour agir augmente, tant au sein du gouvernement que parmi la population. Les débats politiques s'intensifient, et la diplomatie internationale devient plus complexe à mesure que l'alliance germano-soviétique redessine les équilibres de pouvoir en Europe.